fait carrière dans l'administration. J'étais à la direction de la concurrence d'abord, j'étais commissaire de la concurrence. Et puis comme j'ai fait des études d'économie, j'ai ripé assez vite sur un bureau d'études économiques. Et en fin de parcours, je me suis retrouvé à Bercy, à la direction de la prévision, et après la direction générale du Trésor, de la politique économique et la direction générale de la compétitivité à la fin. Voilà. Donc, parallèlement, j'ai fait de la politique. J'étais à un moment donné, dans les années 90, au Centre national des indépendants et paysans, où j'étais vice-président de la commission entreprise. Et puis après, je suis rentré à l'UMP, quoi, avec le CNI. Et de l'UMP que j'ai quitté en 2011, en fait, sur des désaccords intérieurs au ministère. Voilà. Donc à partir de là, donc mon parcours a été jalonné par 2 ou 3 découvertes qui vont vous paraître peut-être un peu originales, un peu bizarres. Il y a 30 ans, il y a un texte qui est paru dans un journal, dans le Nouvel Observateur, sur les hommes politiques, à partir duquel j'ai fait une notation des hommes politiques, en fait. Et j'arrive à la conclusion, si vous voulez, que actuellement, si vous voulez, dans les hommes politiques actuels, dans la demande des 11 candidats actuels, aucun n'est un véritable leader, quoi, en fait. Ce sont des gens qui sont dans la moyenne, un peu au-dessus de la moyenne, mais ce ne sont pas des véritables leaders tels qu'on l'entend dans le privé, par exemple. Les cadres supérieurs et dirigeants du privé. Ils sont 1 cran, 2 crans ou 3 crans en dessous, et même davantage. Voilà. Et puis, donc, j'ai également rencontré une courbe, en quelque sorte, à Bercy, où là, il y avait un étalonnage des différentes politiques possibles. Ça allait du libertarianisme, ce qu'on appelle, c'est une économie où il n'y a pas d'État, il y a seulement des propriétaires qui font la loi chez eux. Par exemple, c'est un peu comme au Moyen-Âge d'ailleurs. Il y a le cas au Moyen-Âge, par exemple, d'un seigneur qui s'appelle le seigneur de Coucy. 3 étudiants, c'est dans la région de Paris, étaient venus chasser illégalement sur sa propriété. Il les a pris sur le fait, il les a pendus aux branches du premier arbre venu. Donc voilà, donc c'est la société libertarienne. Vous entrez quelque part, c'est la loi du lieu qui s'applique, du propriétaire qui s'applique. Si c'est la peine de mort, c'est la peine de mort. Voilà. Et puis de l'autre côté de l'éventail, il y a l'anarcho-trotskisme, où là, vous n'avez pas d'État non plus, mais il n'y a pas de propriété non plus. Et entre les deux, vous avez le minarchisme, ce qu'on appelle le minarchisme, c'est-à-dire l'État régalien. Enfin, on peut dire que c'est l'État de Louis XIV, où vous avez seulement les ministères régaliens, dits régaliens de façon habituelle, c'est-à-dire la défense, la justice, l'intérieur, les affaires étrangères et les finances, évidemment. C'était la maison du roi à l'époque. Voilà. Et puis, quand vous allez vers la gauche, vous avez l'intérêt général. Et puis après, vous avez le régime social-démocrate. Entre le régime anarcho-trotskiste et l'intérêt général, vous avez une forme de régime qu'on appelle le régime social-démocrate, qui consiste à maximiser l'utilité, je vais parler un peu en termes d'économiste, maximiser l'utilité des 50% les plus défavorisés. Donc c'est ce que tous les gouvernements, depuis la libération, essaient d'appliquer en France. Si vous laissez... sauf un intermède Pompidou. Seul Georges Pompidou est sorti de ce modèle. Donc c'est un modèle... en fait, ce modèle, donc au départ qu'on appelle social-démocrate, en fait, par la suite, en conversant avec d'autres économistes, je me suis aperçu que ce modèle était même plus ancien que la libération. Ce modèle découlerait directement des régimes radicaux socialistes, même d'avant la guerre 14. En fait, le modèle que nous vivons actuellement, le modèle économique et social que nous vivons actuellement, a été mis en place par un radical socialiste franc-maçon qui a été président du Conseil en 1895-1896, qui s'appelle Léon Bourgeois. Vous pouvez aller vérifier sur Internet, il y en a des pages et des pages. Et si vous voulez, le mot d'ordre, si vous voulez, de ce régime, de ce régime solidariste, cette théorie s'appelle la théorie solidariste, et le mot d'ordre de cette théorie, c'est « tu es riche, tu payes ». Sur les camps de concentration, il y avait Arbeit macht frei, c'est-à-dire le travailleur en libre,
dans le régime politique actuel, c'est tu es riche, tu payes. Donc déjà au départ, il faut payer pour s'excuser d'être riche ou d'être favorisé. Donc sans tenir compte, si vous voulez, des besoins réels de la population et de l'État. Donc déjà au départ, on est sur ce modèle-là. Et si vous voulez, moi, au cours de ma réflexion, donc je me suis dit où pourrait être le modèle chrétien dans tout ça, en fait. Dans toute cette panoplie, si vous voulez, de modèles possibles, où est le modèle chrétien? Alors justement, j'avais une question justement par rapport à ça. Quelle est la place des chrétiens dans la vie politique, voilà, en ce qui concerne notamment l'économie et l'immigration, parce que je voyais que... Oui, d'accord. Oui. Bon, de toute façon, le régime chrétien, si vous voulez, enfin, je vais tout de même le dire, il est quelque part pour moi entre le régime d'intérêt général et l'économie social-démocrate. Donc, de Léon Bourgeois, quoi. Mais il y a un économiste américain qui s'appelle Rawls également qui a théorisé tout ça. Donc voilà, pour moi, il est quelque part entre les deux. Parce que le régime actuel, si vous voulez, défavorise le capital. Je continue, je vais répondre à la question après. Le régime actuel favorise, défavorise l'investissement et le travail. C'est-à-dire, par suite d'une trop forte redistribution, il y a même des cas, par exemple, où des gens qui travaillent gagnent moins à cause de la redistribution que des gens qui ne travaillent pas, qui sont au chômage. Et j'ai des cas, quelqu'un m'a soumis à un cas, mais où c'est vraiment frappant, quoi. Quelqu'un qui est un peu au-dessus du SMIC, il lui reste à la fin du mois moins que quelqu'un qui perçoit diverses allocations à droite ou à gauche. Donc ça, pour moi, on se demande, on dit, dans les médias, on vous dit on a tout essayé. On a tout essayé, sauf peut-être d'élargir, de moins de rétablir les choses, de remettre les choses sur pied, et que les revenus du travail, des gens qui travaillent, soient tout de même plus élevés dans tous les cas, à qualification égale, à formation égale, soient au moins égaux à tous les cas par rapport à ceux qui ne travaillent pas. Et même qu'il y ait une différence entre les deux, ça me paraît normal. Si on veut que les gens fassent l'effort d'aller à Pôle emploi, se déclarer chômeur, à mon avis, il faut rétablir, on appelle ça un gap en économie, c'est-à-dire un écart en français, de revenus entre celui qui travaille et celui qui ne travaille pas. Ça, c'est le premier pilier de mon nouveau modèle économique et social. Mais en fait, ce modèle, il a déjà été appliqué en Angleterre, sur cette partie-là, sous Tony Blair. Mais en fait, il avait déjà été mis en place par Margaret Thatcher et John Major. Et en fait, ils avaient creusé l'écart donc, entre les gens qui travaillent et les gens qui ne travaillent pas. C'est la principale mesure. Résultat, ils ont 3% de croissance en moyenne entre 1998 et 2008, sur 10 ans. 3% de croissance en moyenne, rien que sur une mesure comme ça. Alors si en plus on prend une mesure, si vous voulez, pour encourager l'investissement des entreprises, c'est-à-dire de diminuer la fiscalité sur les entreprises, sur l'IS, également les tranches supérieures de l'impôt sur le revenu, les ramener à 40 ou 30%. Il faudrait faire tourner des modèles économétriques pour savoir si la tranche supérieure de l'impôt doit être 30 ou 40%. Je n'ai pas la réponse précise parce que moi, je n'ai pas accès aux modèles. Enfin, je n'étais pas de ceux qui faisaient tourner les modèles, si vous voulez. Et je n'étais pas habilité, quand j'étais au ministère, de donner des ordres aux gens qui font tourner les modèles. Donc, mais je pressens que l'idéal, ce serait donc une tranche supérieure de l'IRPP entre 30 et 40%. Voilà. Donc ça, c'est donc... Et ça, si vous voulez... Pourquoi ce modèle ne serait pas incompatible avec le christianisme? Parce que ce serait un modèle, si vous voulez, qui serait basé sur une forme de justice qui s'appelle la justice redistributive. Donc j'en parle dans mon premier livre, là, celui-là, Économie ou socialisme, il faut choisir. Donc pour moi, il y a 3 formes de justice. Vous avez la justice distributive, c'est-à-dire que l'employé soit payé en fonction de... Le travail de l'employé soit payé en fonction de sa véritable valeur ajoutée. En général, le marché l'assure plus ou moins bien. J'admets qu'il y ait une dissymétrie entre le patronat et les syndicats au niveau du marché, mais bon,
malgré tout. Si on s'en réfère, par exemple, à l'économiste Frédéric Bastiat, donc, qui était un économiste chrétien du 19e siècle, qui est peu étudié en France, mais qui est très étudié aux États-Unis, dans son livre Harmonie économique, il dit très bien que, en fait, supposons un ouvrier qui se plaint de sa paye. Un ouvrier qui se plaint de sa paye, il vous dit, voilà, je gagne 2000 € par mois, je devrais en gagner 2500. Frédéric Bastiat dit à cet ouvrier, ok, tu dis que vous dites que vous méritez 2500 € par mois. Mais si vous quittez l'entreprise et que aucune autre entreprise ne vous embauche, si vous créez votre propre entreprise, est-ce que vous gagnerez 2500 € par mois? Est-ce que vous croyez que vous gagnerez 2500 € par mois? C'est pas évident. Il y a des gens tous les jours en France qui sautent le pas, qui quittent le salariat pour créer leur entreprise. Mais la moitié échoue parce que ils gagnent moins, en fait, au bout de quelques mois, quelques années, ils s'aperçoivent qu'ils gagnent moins comme entrepreneurs que comme salariés. Donc, ils reviennent au salariat. Donc je voulais dire... Oui. Justement, par rapport à ce que vous disiez là, juste à l'instant, c'est vrai que vous partez tout de suite un petit peu dans les détails contextuels. Si on peut rester dans ce contexte, pour vous, en fait, que pensez-vous simplement du contexte politique actuel? Oui. Si vous voulez, le contexte politique actuel, c'est-à-dire, bon, Marine Le Pen, si vous voulez, fera peut-être 40% aux élections. Donc, elle doublera le score de son père. Mais vu son programme économique, je pense qu'elle ne peut pas faire plus. C'est-à-dire, moi qui suis économiste, je vous dis à la base, elle a fait des propositions pour les petites entreprises, les moyennes entreprises, mais pour les grandes entreprises, que fait-elle? Voilà. Oui, monsieur? Le programme économique, il est établi par Bruxelles. Vous le savez, le rapport qui est émis tous les ans, qui s'appelle les grandes orientations politiques économiques, c'est émis par Bruxelles, c'est la feuille de route que les gouvernants doivent appliquer. Non, mais si vous voulez, ça... Vous savez très bien non, que la politique économique n'est plus établie en France, ni dans aucun pays membre d'ailleurs. C'est pas complètement vrai ce que vous dites, parce que... Non, parce que les économies, parce que si vous voulez, la France est en déficit public depuis 1981, depuis l'arrivée de François Mitterrand. On n'a jamais réussi à redresser la situation. Pourtant, les institutions européennes ont demandé à la France de diminuer son déficit budgétaire et elle ne l'a jamais fait. Donc, si elle était aux ordres de Bruxelles, elle serait revenue à l'équilibre budgétaire. Donc, elle ne l'a jamais fait. Donc, vous ne pouvez pas dire que la politique économique de la France est écrite par Bruxelles, puisque... Pas du tout, c'est... Allez-y. En même temps, il y a l'article 63 du TFUE, que vous devez connaître, qui organise les délocalisations. Comment voulez-vous créer de l'emploi? Parce que, si je ne me trompe pas, l'économie, c'est tout de même l'emploi aussi, et les richesses que ça dégage. Comment voulez-vous relancer l'emploi et donc l'économie quand un article comme celui-ci, l'article 63 du TFUE, participe et encourage les délocalisations, c'est-à-dire la fuite des capitaux de France vers des pays à moindre coût salarial. Vous savez, monsieur... Oui, alors, oui, attendez. Lutter contre le déficit, c'est pouvoir créer des richesses, mais comment voulez-vous les créer quand on permet aux entreprises de se barrer d'ici? Oui, écoutez, monsieur, je crois que... Oui. Je crois, monsieur, que la première chose qui facilite, qui encourage les délocalisations, ce n'est pas Bruxelles, c'est tout simplement le gouvernement français qui taxe trop les entreprises. Quand vous avez l'IS à 33%, alors qu'il est à 20% en Irlande, regardez, bon, il y a eu la crise des subprimes, bon, les banques, effectivement, irlandaises s'étaient lancées là-dedans, mais ça, c'est une autre histoire. Mais grâce, justement, à leur politique fiscale, justement, qui est avantageuse par rapport aux autres pays européens, ils ont remonté la pente. Et ça, à l'intérieur de l'Europe. Je vais être un petit peu plus précis. L'article 63, c'est l'interdiction à toute restriction de mouvement de capitaux. C'est-à-dire que le gouvernement français ne peut absolument pas agir sur les mouvements de capitaux. Il ne peut... Heureusement, d'ailleurs, heureusement. Comment ça, heureusement? Ah bah oui, parce que si vous voulez, moi je suis un libéral. Pas du tout. Au contraire. Parce que monsieur, les capitaux circulent dans les deux sens. Il y a des Français, non, mais il y a des investisseurs français qui investissent à l'étranger, et il y a des... Oui, bon,
S'il vous plaît, juste, on va juste laisser M. Gaudichaud répondre, parce que en plus après je vais lui poser une question sur l'Europe. Alors je sais que ça va vous plaire et vous pourrez, si vous voulez, poser les questions par la suite. Je vous remercie. De toute façon, pour tout vous dire, il m'avait averti. Donc, mais ça ne me fait pas peur, si vous voulez, parce que bon, je suis dans le monde politique depuis plus de 30 ans, 40 ans, donc j'ai entendu tous les arguments dans tous les sens, donc voilà. Oui, c'est vrai, j'avais voté non par Maastricht, sur Maastricht en 92, mais c'est un ami du CNI qui m'a converti, c'était un long processus. Ça commence par les normes au niveau européen. Donc, effectivement, lui travaillait dans l'industrie et il regrettait effectivement que les normes édictées au niveau européen donc, ralentissent le progrès économique. Donc, c'est surtout à partir de là. Mais c'est toujours pareil, quand vous mettez le doigt dans l'engrenage européen, vous le mettez sur les normes, puis après les autres questions se posent. Et que si vous quittez l'Europe, donc vous risquez aussi que cet établissement, il y a l'équivalent de l'AFNOR, si vous voulez, qui existe au niveau européen. Vous savez, l'AFNOR, c'est l'organisme français des normes, d'établissement des normes. Donc il existe aussi au niveau européen, donc on harmonise des prises de courant, enfin, toutes sortes de matériels, si vous voulez, de biens intermédiaires, enfin de machines, aussi bien dans l'industrie que de matériel que vous achetez tous les jours. Donc il y a des harmonisations qui sont faites, donc pour faciliter tout ça. Si vous quittez l'Europe, si vous risquez de quitter tout ça, donc ça pose déjà un problème, si vous voulez. Voilà. Alors, si, oui. Je suis au courant. Oui. Oui, voilà, mais je connais vos arguments. Hein. J'ai moi-même une association. Comment ? Les normes européennes tuent aussi. Ça dépend quel genre de normes, parce que là, si vous parlez, monsieur, oui. Non, si vous parlez, si vous voulez, non, il y a deux choses. Si vous parlez, par exemple, des normes environnementales, par exemple, en vacances, une fois en vacances, j'étais dans les Alpes-Maritimes, donc j'étais dans la vallée des Merveilles, donc j'étais dans une Jeep avec le maire de la Croix-Valmer près de Saint-Tropez. Donc quand il avait des travaux à faire pour sa commune, il avait tout de même 14 normes différentes à respecter pour reconstruire son lycée, dont la moitié ont été des normes européennes. Donc j'en suis parfaitement conscient. Mais si vous voulez, entre être contre l'Europe et être pour une réforme de l'Europe où vous allez limiter effectivement, moi je l'ai écrit dans mon livre, hein, c'est dans le deuxième, pour un État juste et efficace, où moi je propose une réforme de l'Europe, ça serait une Europe fédérale, mais en supprimant la Commission européenne. Donc je divise par 5 le nombre de fonctionnaires, surtout je mets, en tant que chrétien, si vous voulez, je mets en place le principe de subsidiarité. C'est-à-dire tout ce qui peut être fait au niveau national est fait au niveau national. Par contre, que les Européens viennent réglementer la chasse à la bécasse dans la baie de la Somme, ça m'horripile profondément, si vous voulez. Je prends un exemple un peu folklorique, mais qui est réel. Comment comptez-vous y prendre pour la réformer, cette Europe ? Je serais assez curieux de le savoir. Premièrement, il faut être au pouvoir pour la réformer. Et deuxièmement, je pense que depuis 20 ans, 30 ans, les hommes politiques français, donc ça c'est la notation que j'ai faite des hommes politiques français, aucun n'est à la hauteur, donc aucun n'a représenté la France dignement. C'est-à-dire, il faut en avoir là et plus bas pour résister, si vous voulez, à l'européisme forcené. Je ne suis pas un européiste forcené. Je le fais parce que je pense que ce que j'appelle dans mon livre le sans faute politique et économique, le sans faute politique, pour moi, exige de rester dans l'Europe. En particulier, quand je vois par exemple des gens qui veulent sortir à la fois de l'OTAN et de l'Europe, je me pose des questions. Est-ce qu'ils se rendent compte de la force réelle de la France dans le monde ? Je n'en suis pas sûr. Parce que rester dans l'Europe, je vous rends le micro, oui. Rester dans l'Europe, c'est aussi pouvoir résister davantage aux États-Unis. Par exemple, avoir Airbus, etc., on embête énormément les Américains. Et également les Chinois. Alors, je vais me faire l'avocat un petit peu du diable, parce que, par exemple, voilà, quand on en parle avec le général Tauzin, nous sommes pour la sortie de l'OTAN. Pourquoi ? Parce que l'OTAN, aujourd'hui, pourquoi déjà l'OTAN a été créée ? C'était vis-à-vis de l'URSS. Aujourd'hui, l'URSS n'existe plus. Donc,
pourquoi pas créer une association, si vous voulez, de protection, si vous voulez, un petit peu comme une société des nations qui fonctionne, plusieurs nations qui travaillent ensemble, sans pour autant faire partie de l'OTAN. Pourquoi pas, donc réviser un petit peu cela en sortant de l'OTAN et sans continuer. En fait, si vous voulez sortir de l'OTAN, ça n'est pas le repli militaire qu'on peut croire. Et dans un second temps, je pense que vis-à-vis de Bruxelles, il y a en effet, monsieur du coup critique la structure de Bruxelles, et alors que du coup vous voulez garder la structure, mais vous reconnaissez quand même qu'ils sont relativement, utilisons le terme, pourris au-dessus. Vous parlez de la Commission européenne, de ce genre de choses. Bon, je vous ai posé 2 questions relativement qui peuvent être longues, donc je vous laisse répondre. Non, mais, oui. De toute façon, oui. Attendez, la première question, c'était quoi? Vous m'avez dit, là, du coup, j'ai oublié la première. Alors, la première question, c'était sur... on a parlé de l'Europe, et on a eu également... C'était sur l'OTAN. Oui, oui, voilà. Donc, si vous voulez, effectivement, oui, vous avez parlé de la Société des Nations. Voilà, je voulais rebondir là-dessus. L'expression est maladroite, parce que la Société des Nations, on a vu ce que ça donnait en 33, 34, 35, 36. Un organisme complètement impuissant, et je pense que si l'OTAN a été créé, justement, c'est pour sortir de cette impuissance de l'avant-guerre, d'avant 39-45, où on a souffert, parce que, par exemple, moi, les structures du genre ONU, j'y crois pas du tout, si vous voulez. Autant je crois à une alliance militaire, mais qui est défensive. N'oublions pas que les chefs d'État français qui se sont laissés entraîner dans des conflits extérieurs à la suite de l'OTAN, certains l'ont fait, ils étaient à la faute politique, parce qu'ils n'étaient pas obligés d'y aller. Une guerre extérieure, on n'est jamais obligé d'y aller. Autant je peux critiquer les chefs d'État français qui sont allés à des endroits où on n'aurait pas dû aller, autant si par exemple nous avons un problème en Europe face au monde arabo-musulman, et que Trump, dans le cadre de l'OTAN ou pas, mais bon, c'est peut-être plus facile dans le cadre de l'OTAN, nous propose de nous envoyer 2 ou 3 divisions parachutistes, moi je ne dirais pas non, ça peut faciliter les choses. Mais si vous voulez, moi personnellement, je suis pour une alliance, si vous voulez, de San Francisco à Vladivostok. Donc je suis pour une union, c'est-à-dire entre chrétiens, justement, qu'ils soient protestants, catholiques ou orthodoxes. Je suis au moins pour une union minimale. Comment ? Au centre, elle est au milieu, elle est au niveau géographique. C'est l'Europe de Bach, de Mozart, de Beethoven, de Vivaldi, de Léonard de Vinci, etc. Comment ? L'Europe se répond comme la France doit le faire. Elle doit avoir sa propre identité, c'est un continent, 40 et quelques pays. Oui. Donc nous devons exister en réalité, et sans l'OTAN. C'est la mémoire du passé, l'OTAN. Voilà, c'est ce que dit monsieur aujourd'hui. C'est vrai que je vais un petit peu du coup reformuler un petit peu votre question, qui je pense ça sera un petit peu ça. Aujourd'hui, on a l'impression de perdre du coup notre identité, hein, mais pas que nous, parce que nous, c'est vrai que les Français donc. Bien entendu, mais aujourd'hui, parce que là, ce que vous êtes en train de dire, c'est que les intérêts économiques, militaires ou industriels, etc., français ne sont peut-être donc pas les mêmes que l'Allemagne, que la Suisse, etc. Et que donc après, on peut avoir une entraide. On peut avoir une entraide ensemble pour entre une association de nations, une Europe des nations en fait, qui pourrait être basée sur l'intelligence des chefs d'État, avec des vrais chefs d'État. Par contre, il faudra vraiment des chefs d'État. Mais bien sûr, du coup, monsieur, j'imagine, en sortant de Bruxelles, c'est-à-dire en étant vraiment souverain. D'accord. Nous sommes d'accord. Maintenant, je vais laisser monsieur Gaudichaud répondre à ça. De toute façon, à la limite, si vous voulez, la structure importe peu. Tout dépend des hommes qui dirigent. Si vous avez une France indépendante dirigée par Mélenchon, je préfère une Europe intégrée avec un
un président de l'Europe élu très à droite qui va contrôler les frontières, qui va arrêter l'immigration, qui va prendre des mesures au niveau européen pour relancer l'économie, qu'un Mélenchon d'une France indépendante avec Mélenchon ou Hamon comme président. Ça me paraît évident. Donc ce qui est important, c'est la personne qui est à la tête. Non, mais ça risque pas, parce qu'ils veulent rester dans l'Union européenne. Qui il? Bah, les deux que vous venez de citer, Mélenchon, c'est pas évident. Oui, je sais, il n'y a que Asselineau qui veut sortir. Oui, je sais qu'officiellement, si j'en crois la propagande, il n'y a que Asselineau qui veut vraiment sortir de l'Europe. Mais bon, François Asselineau, mais bon, Marine Le Pen en parle, bon, Mélenchon en parle, etc. De toute façon, on est un peu dans le débat politicien. Non, mais est-ce que vous comprenez tout de même qu'un pays qui est en déficit budgétaire de 3% par an tout de même depuis plus de 20 ans, finalement, puisse continuer à survivre comme ça, qu'il soit dans l'Europe ou pas dans l'Europe, de toute façon. Si la France était indépendante, supposons que François Asselineau soit élu demain, et qu'il veuille faire la politique keynésienne qu'il propose, c'est-à-dire encore augmenter la dépense publique, là, on va à la catastrophe. Donc, ce qui est important, c'est les objectifs. Il y a deux objectifs que doit avoir un gouvernement de droite. Premièrement, l'arrêt de l'immigration. Deuxièmement, prendre les mesures vis-à-vis des entreprises et de la dépense publique, du contrôle de la dépense publique, en partie réalisé donc par l'arrêt de l'immigration, pour arriver à relever la France. Et éventuellement l'Europe, si nous restons dans l'Europe. Voilà.